Martin Luther King Jr. Dr. Martin Luther King. Martin Luther King was shot and was killed tonight. 20 minutes ago, died. Eh Miggy, qu'est-ce que tu regardes là, hein? Donc cette histoire t'intéresse? Ah, quelle affaire! Un putain d'assassinat qui a traumatisé le monde entier et moi le premier. La mort de ce bon vieux Martin Luther King. C'est ce qui m'a poussé à quitter le FBI et tous ses avantages pour pouvoir enquêter sans personne sur mon dos en tant que détective privé. J'ai bossé nuit et jour, comme un chien sur cette affaire, mais sans aboutir à une réelle conclusion. Putain, la seule enquête non élucidée de ma carrière, mais bien celle qui m'a le plus obsédé. Si seulement tu savais ce qui se cachait derrière tout ça. Putain, mais qui l'a tué? Un membre du KKK? Qui l'a tué? Un pourri du FBI? Qui l'a tué? Un simple raciste isolé ou peut-être toi, Miggy? Non, je plaisante, n'aie pas peur. Que dirais-tu si je te racontais tout ce que je sais? Et alors, qui aurait cru que le détective punk te raconterait tous ses secrets, Miggy? Assieds-toi confortablement et revoyons ensemble toute cette affaire. Peut-être qu'un détail m'a échappé. Peut-être pourrons-nous alors coincer le tueur. Mais attention, tu risques de ne plus être le même après ça. Tu ne verras plus le monde de la même couleur. Et pour commencer, quoi de mieux que d'écouter la victime elle-même? Tu sais, Miggy, je suis sûr que tu ne me connais pas vraiment, mais j'ai l'impression de ne pas me connaître non plus. Mon père me disait souvent, on ne choisit pas toujours le chemin que la vie nous trace, mais on peut choisir comment on marche dessus. Maintenant, je comprends ce qu'il veut dire. Ah oui, au fait, il serait irrespectueux de pas me présenter, Miggy. Moi, c'est Martin Luther King, mais je suis né sous le nom de Michael King Jr., le 15 janvier 1929 à Atlanta, en Géorgie. Une chouette petite ville. Il y avait une belle église pas loin de chez moi dont mon père était le pasteur et... Quel pasteur! Il a fait passer notre église de 600 fidèles à plusieurs milliers. Impressionnant, tu ne trouves pas? Ah, mon père, quel homme il était. Laisse-moi te raconter l'une de ces histoires qu'il aimait tant. En 1934, l'église l'a envoyé faire un voyage autour du monde. Il a découvert de nombreux endroits tels que Rome, l'Égypte, la Tunisie, Jérusalem, et il est même allé à Bethléem avant de se rendre à Berlin. Ah, Berlin. Il s'y est rendu un an seulement après qu'Adolf Hitler soit devenu chancelier. Mon père a alors parcouru l'Allemagne avec un regard de pasteur et un cœur de réformateur. Et c'était là-bas qu'en 1517, le moine théologien allemand Martin Luther avait défié l'Église catholique en clouant ses 95 thèses à la porte de l'église du château de Wittenberg. C'est ce texte qui est à l'origine de la réforme protestante dans le Saint-Empire germanique. Ce voyage, Miggy, a profondément changé mon père. À tel point qu'à son retour, il a décidé de changer son nom ainsi que le mien. C'est ainsi qu'il est devenu Martin Luther King et que je suis devenu Martin Luther King Jr., en l'honneur de ce réformateur audacieux. Incroyable, tu ne trouves pas? Mais ce nom, revendiquant clairement ma religion, ne suffit pas à me faire accepter de tous, même des protestants eux-mêmes. Je pense là à mon ami, un petit garçon blanc qui habitait juste en face de chez nous. On passait notre temps à jouer au ballon tous les deux. D'ailleurs, j'étais meilleur que lui, mais j'aimais bien le laisser gagner. Mais un jour, en septembre 1935, tout a changé. On débutait notre scolarité. Moi à l'école de Yonge Street pour les enfants noirs. Lui dans une école pour blancs. Et c'est là que tout a basculé. Ses parents lui ont interdit de jouer avec moi. Quand il me regardait, il ne voyait pas un enfant, mais un nègre. Un nègre avec qui leur enfant ne devait surtout pas se mélanger. Les paroles de son père résonnent encore dans ma tête. Nous sommes blancs et tu es de couleur. Sur le coup, je n'avais pas réellement compris. Comme tout enfant, j'ai alors posé la question à mes parents. C'est là qu'ils m'ont expliqué cette idée répugnante qu'est le racisme, très présent en Amérique. Une colère profonde a alors commencé à voir le jour au fond de mon être. Une colère si intense qu'elle me poussait à haïr tous les blancs, bons ou mauvais. Rien ne m'importait plus que de me venger de ce monde pourri, me venger de ces êtres qui, se pensant supérieurs, voulaient faire croire qu'une couleur de peau valait plus qu'une autre. Pardonnez-moi, Seigneur, pour toutes ces mauvaises pensées.
Je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir donné d'aussi bons parents qui m'ont appris qu'en tant que chrétien, je devais aimer tout le monde, sans distinction. Aimer tout le monde. Quelle idée magnifique, mais aussi utopique. Comment suis-je censé faire, Miggy? Comment faire quand je sais que les Blancs me haïssent? Comme ce jour avec mon père au magasin de chaussures. Le vendeur nous a demandé de nous asseoir à l'arrière, craignant que notre présence puisse faire fuir la clientèle. Mon père, d'une voix ferme, lui a alors répondu « Soit nous achèterons des chaussures assis ici, soit nous n'achèterons aucune chaussure du tout. » Et on est parti. Ce jour-là, il m'a dit « Je me fiche de combien de temps je dois vivre avec ce système. Je ne l'accepterai jamais. » Et tu sais quoi? Moi aussi, je ne l'accepterai jamais. J'y repense, juste après ces événements, j'étais à 2 doigts de perdre la vie. Tu savais qu'une de mes passions était de regarder les défilés de mode? Eh bien, le 18 mai 1941, ce jour-là, Miggy, je m'étais échappé de l'école pour en voir un, justement. Quand je suis rentré, j'ai appris que ma grand-mère maternelle avait eu une crise cardiaque et qu'elle était décédée. Pour moi, le Seigneur m'avait puni d'avoir désobéi. Je m'en voulais tellement que j'ai sauté par la fenêtre du 2e étage. Mais mon Seigneur m'a sauvé. C'est au lycée que j'ai commencé à vraiment m'affirmer. Je suis devenu célèbre pour mes capacités oratoires. Je pense que j'ai dû en impressionner plus d'un avec mon vocabulaire. Il y avait toujours ma sœur Christine pour m'aider à orthographier les mots difficiles. En échange, je l'assistais en mathématiques. On faisait une bonne équipe, elle et moi. Incroyable, tu ne trouves pas? À cette époque, j'ai développé un goût pour les beaux vêtements. Je portais souvent des chaussures en cuir verni poli et des costumes en tweed. Bon, je dois t'avouer que j'aimais flirter avec des filles et les faire danser. Mon frère disait que j'étais le meilleur jitterbug de la ville. Trop la classe, tu ne trouves pas? Je t'apprendrai à danser, mon cher Miggy. Miggy? Hé, Miggy? Oh, Seigneur, il est tombé amoureux de la jeune femme. Maintenant, je me rappelle du 13 avril 1944, un jour qui a marqué le début de ma lutte. J'étais en première et j'ai prononcé mon premier discours public lors d'un concours d'éloquence. J'ai dit « L'Amérique noire porte toujours des chaînes. Le meilleur nègre est à la merci du plus méchant homme blanc. » Ce discours m'a valu la première place. Juste après, j'étais dans le bus pour rentrer chez moi. Le chauffeur nous a ordonné, à mon professeur et moi, de nous lever pour laisser des passagers blancs s'asseoir. Il m'a traité de fils de pute noir. J'ai refusé au début, mais mon professeur m'a dit que je devais obéir à la loi. On a dû rester debout tout le trajet. Cette nuit-là, Miggy, cette nuit-là ne quittera jamais ma mémoire. La rage me serrait le ventre à m'en tordre de douleur. Passons. Quelques années plus tard, je suis allé au séminaire théologique à Crozeur, à Upland, en Pennsylvanie. C'est là que j'ai suivi plusieurs cours à l'université. Durant ma 3e année, j'ai vécu une histoire d'amour qui a marqué ma vie. Une femme blanche, la fille d'une immigrée allemande qui travaillait à la cafétéria. Elle était magnifique. Je me rappelle encore ses grands yeux bleus ronds comme 2 planètes et de son sourire rempli d'innocence. Je prévoyais de l'épouser, mais mes amis et mon père m'en ont déconseillé. Ils disaient qu'un mariage interracial provoquerait l'animosité des Noirs et des Blancs et nuirait à ma carrière de pasteur dans le Sud. En larmes, j'ai rompu avec elle. Je n'avais jamais ressenti plus profonde tristesse. Un ami m'a dit que je ne m'en suis jamais remis. Il avait raison, Miggy. Il avait raison. En 1954, alors que j'étais âgé de 25 ans, j'ai été appelé comme pasteur de l'église baptiste de Dexter Avenue à Montgomery, en Alabama. Quel grand honneur ce fut pour moi. J'ai ensuite reçu mon doctorat le 5 juin 1955 avec une thèse sur une comparaison des conceptions de Dieu dans la pensée de Paul Tillich et Henry Nelson Wiman. Tu veux que je te dise un secret? Mais ça reste entre nous. Il est vrai que j'ai plagié d'autres auteurs dans ma thèse. Mais personne ne s'en rendra compte, Miggy. Pendant mes études à l'université de Boston, j'ai demandé à une amie, Mary Powell, si elle connaissait de jolies filles du Sud. Elle m'a parlé de Coretta Scott. Coretta n'était pas vraiment intéressée par les pasteurs au début, mais elle a fini par accepter que je l'appelle. Lors de notre premier appel,
Je lui ai dit « Je suis comme Napoléon à Waterloo devant tes charmes. » Et elle a répondu « Tu ne m'as même pas rencontré. » C'est vrai que j'aurais pu mieux faire pour la séduire, mais ça a marché. C'était le début d'une belle histoire. On s'est mariés le 18 juin 1953, sur la pelouse de la maison de ses parents en Alabama. Nous avons eu 4 enfants, Yolanda, Martin, Dexter et Bernice. Il fallait que je les protège. C'est pour ça que j'ai limité le rôle de Coretta dans le mouvement des droits civiques. L'église baptiste de Dexter Avenue avait une grande influence sur la communauté afro-américaine. Mes prêches étaient connus dans toute la région. Cependant, rien n'avait encore changé dans notre pays. En mars 1955, une écolière noire de 15 ans, Claudette Colvin, a refusé de céder sa place dans un bus à un homme blanc. Et 9 mois plus tard, une certaine Rosa Parks a fait la même chose. Pour que tu comprennes bien, il faut savoir que dans les bus de Montgomery, les 4 premiers rangs sont réservés aux blancs. Ah là là. Les noirs, qui représentent 3/4 des utilisateurs, doivent s'asseoir à l'arrière. Ils peuvent néanmoins utiliser la zone centrale, jusqu'à ce que des blancs en aient besoin. Ils doivent alors soit céder leur place et aller vers le fond, soit quitter le bus. Et Rosa était assise dans la zone centrale et n'a pas cédé sa place aux blancs. Quelle femme! Peu de personnes en auraient été capables. Une fois en prison, Rosa a contacté son avocat et mon ami Edgar Nixon. Dès que j'ai été mis au courant, je me suis mis à la tête du plus grand boycott que Montgomery ait connu, celui des bus. Je voulais ainsi montrer que je pouvais gagner face aux Blancs sans violence, mais seulement par la désobéissance civile. Quelle femme elle était! Elle dégage tant de choses que j'en oublie que je suis juste derrière. J'espère que son nom résonnera pour l'éternité. Le boycott a duré 381 jours. Et tu sais quoi? Nous avons gagné! La loi de la ségrégation dans les bus publics a été levée. Mais la tension était telle que ma maison a été bombardée. Des églises ont été visées par des explosions. On savait très bien qui était derrière tout ça. Ces bâtards du Ku Klux Klan. Pardonnez ma grossièreté, Seigneur. Ça m'a échappé. Et comme par hasard, juste après ça, j'ai été arrêté et emprisonné pour avoir roulé à 50 km/h dans une zone de 40 km/h. Cette arrestation a attiré l'attention des médias nationaux et a considérablement accru ma stature publique. J'étais alors devenu le porte-parole de tous mes frères et sœurs, de tous ceux qui voulaient la liberté. Oh oui, Miggy, la liberté. Et c'est quelques années plus tard que Ralph Abernathy, Fred Shuttlesworth, Joseph Lowery et moi avons fondé la fameuse Southern Christian Leadership Conference, plus connue sous le nom de SCLC. Le but était simple, mener des manifestations non violentes au service de la réforme des droits civiques. Le 17 mai 1957, c'était l'année où j'ai pu, pour la première fois, m'adresser au peuple. C'était lors du pèlerinage de la prière pour la liberté qui s'est déroulé à Washington, au Lincoln Memorial. Mais attention, Miggy, j'ai attiré l'attention des grosses têtes. Le FBI, sous J. Edgar Hoover, a lancé l'opération COINTELPRO. Une opération dont le but était d'enquêter sur les organisations politiques dissidentes aux USA et de perturber leurs activités. Dans leur viseur, il y avait les Black Panthers Party, le mouvement Black Power, le Ku Klux Klan et la SCLC, et plus précisément, moi. Ils m'ont surveillé, mis sur écoute, et même tenté de me discréditer personnellement. Après la marche sur Washington en 1963, j'ai reçu une lettre accompagnée d'un mystérieux colis. Son contenu cruel avait pour but de sadiquement me tuer. Mais je peux pas t'en dire plus, Biggie, cela touche à ma dignité. Je me doutais très bien de qui était derrière tout ça. Des gens que tout le monde connaissait, des présumés héros de la nation. Ils ne voulaient vraiment pas que j'aie le prix Nobel de la paix. Malheureusement, ils me connaissaient mal. Oh non, mon rêve était bien trop grand pour mourir. Je croyais fermement que des manifestations organisées et non violentes contre le système de ségrégation du Sud attireraient une large couverture médiatique. Les journalistes, les caméras, ils allaient tout montrer. Les injustices quotidiennes subies par les Noirs, la violence des ségrégationnistes, le harcèlement des défenseurs des droits civiques. Cela a effectivement produit une vague d'opinion publique favorable. Et très vite, le mouvement des droits civiques est devenu la question la plus importante de la politique américaine au début des années 60. En décembre 1959, après 5 ans à Montgomery, j'ai annoncé mon retour à Atlanta à la demande de la SCLC. À Atlanta,
je suis devenu copasteur avec mon père à l'église baptiste Ebenezer. Mais tout le monde n'était pas content de me voir revenir. Le gouverneur de Géorgie, Ernest Van Diver, n'a pas caché son hostilité. Il affirmait que partout où Martin Luther King Jr. est allé, il y a eu une vague de crimes, et promettait de me garder sous surveillance. Pardonnez-moi, Seigneur, mais... quel connard. C'est fou, Miggy. Comment la haine de l'autre peut pousser les gens à faire des choses horribles. Mais nous avons continué, malgré tout. C'était notre mission, notre devoir. Miggy, la lutte n'était pas seulement contre les lois, mais contre les cœurs et les esprits. Chaque marche, chaque discours, chaque confrontation était une chance de montrer au monde que l'amour et la justice finiraient par triompher de la haine et de l'injustice. La première fois que je me suis retrouvé en prison, Miggy, c'était le 4 mai 1960. J'accompagnais Lillian Smith à l'université Emory lorsque la police nous a arrêtés. Ils m'ont accusé de conduite sans permis, bien que mon permis d'Alabama fût toujours valide. Une véritable mascarade. J'ai payé une amende, mais mon avocat a malheureusement accepté un accord de plaidoyer incluant une probation. Puis vint la journée d'action coordonnée le 19 octobre. Ce jour-là, j'ai participé à un sit-in au restaurant de Riches à Atlanta. Nous étions nombreux à être arrêtés, mais contrairement aux autres, je suis resté incarcéré. Le juge m'a condamné à 4 mois de travaux forcés, invoquant cet accord de probation. Le 25 octobre, ma peine a été prononcée, et le lendemain à l'aube, j'ai été transporté à la prison d'État de Géorgie. Tu sais, Miggy, cette arrestation et cette lourde peine ont attiré l'attention nationale. Beaucoup craignaient pour ma sécurité. Parmi les détenus, il y en avait beaucoup qui étaient en faveur de la suprématie des Blancs. Mais je n'avais pas peur. Dieu était avec moi. Les candidats à la présidence, Nixon et Kennedy, ont été sollicités pour leur intervention. Nixon a refusé malgré une visite personnelle de Jackie Robinson, mais Kennedy, lui, a agi. Il a appelé directement le gouverneur démocrate de Géorgie, a mobilisé son frère Robert et a offert son aide à ma femme, Coretta. Sous cette pression politique, j'ai été libéré 2 jours plus tard. Après ça, Kennedy avait gagné mon soutien. D'ailleurs, mon père avait déjà ouvertement soutenu sa campagne durant ses prêches. Dommage que nous, les Noirs, nous n'ayons toujours pas le droit de vote. En 1961, je me suis retrouvé impliqué dans une arrestation massive de manifestants pacifiques. Je fus alors confronté à un choix difficile. Choisir entre 45 jours de prison ou une amende de 178 $. J'ai choisi la prison. Mais 3 jours après le début de ma peine, le chef de police Laurie Pritchett a orchestré discrètement le paiement de l'amende et ordonné ma libération. Nous avions vu des personnes être expulsées des tabourets de comptoir de déjeuner, expulsées des églises et jetées en prison. Mais pour la première fois, nous avons vu quelqu'un être expulsé de prison. Mais j'ai su bien plus tard que celui qui avait payé ma caution était Billy Graham. C'était vraiment une bonne personne, et j'ai eu la chance de pouvoir l'appeler mon ami. Après près d'1 an d'activisme intense, des résultats palpables se faisaient attendre à Albany. J'ai demandé l'arrêt de toutes les manifestations et une journée de pénitence pour promouvoir la non-violence et maintenir notre supériorité morale. Malheureusement, les divisions au sein de la communauté noire et la réponse rusée du gouvernement local ont miné nos efforts. L'effort d'Albany a été une leçon tactique cruciale pour moi et pour le mouvement des droits civiques. Pourtant, les médias nationaux ont été très critiques envers mon rôle dans cette défaite. Et le manque de résultats de la SCLC a creusé un fossé croissant avec le SNCC, lui plus radical dans ses méthodes. Mais je devais me ressaisir. J'ai décidé de choisir des engagements où nous pourrions mieux contrôler les circonstances. En bref, il nous fallait des objectifs plus clairs, plus facilement atteignables, afin d'obtenir petite victoire en petite victoire et ainsi maintenir nos troupes motivées. La campagne de Birmingham, en avril 1963, a été une étape cruciale dans notre lutte contre la ségrégation raciale et l'injustice économique. Avec la SCLC, on a décidé d'utiliser des tactiques non violentes, mais délibérément confrontantes, pour exposer au grand jour les injustices que subissaient les Noirs. Il fallait être intelligent et innovant, il fallait que je me surpasse, je devais faire changer les choses. Et un soir, aux alentours de 21 h, mon esprit s'est évadé dans les souvenirs les plus profonds de mon existence. Et avec l'aide de Dieu, une idée m'est subitement venue. Provoquer des arrestations massives. Pourquoi faire ça, me diras-tu, Miggy? Pour créer cette situation de crise profonde et pouvoir ainsi déclencher des négociations. Les premiers jours n'ont pas répondu à nos attentes,
Mais James Bevel a introduit une stratégie révolutionnaire en impliquant les enfants et les jeunes adultes dans les manifestations. C'est ainsi qu'est née la croisade des enfants. You can never whip these boys if you don't keep you and them separate. I found that out in Birmingham. You've got to keep the white and the black separate. Le département de police de Birmingham, sous la direction d'Eugene Bull Connor, a réagi de manière brutale, avec des jets d'eau à haute pression et des chiens policiers contre les manifestants, y compris les enfants. Les images de cette répression ont choqué l'Amérique blanche et mobilisé encore plus de soutien pour notre mouvement. Une idée de génie qui a fonctionné. Certains manifestants, malgré nos instructions de non-violence, ont été impliqués dans des confrontations avec la police. Cela a suscité des critiques sévères contre moi-même et la SCLC pour avoir mis des enfants en danger. Néanmoins, la campagne a été couronnée de succès. Bull Connor a perdu son poste, les lois des ségrégations raciales ont été abolies à Birmingham et les lieux publics sont devenus plus accessibles aux Noirs. C'est durant cette campagne que j'ai été arrêté pour la 13e fois. Depuis ma cellule, j'ai rédigé ce qui est devenu l'une de mes œuvres les plus célèbres, la lettre de la prison de Birmingham. Nous savons par une expérience douloureuse que la liberté n'est jamais volontairement donnée par l'oppresseur, elle doit être exigée par les opprimés. Nous avons attendu plus de 340 ans les droits constitutionnels que notre Dieu nous a donnés. Des foules vicieuses lynchent vos mères et vos pères. Des policiers remplis de haine maudissent, donnent des coups de pied et brutalisent et même tuent vos frères et sœurs noirs. L'action non violente créerait une tension pour dramatiser les problèmes afin qu'ils ne puissent plus être ignorés. En effet, la lutte contre le racisme ne pouvait pas attendre les lentes voies légales. Mais les dirigeants des pays vous feront croire le contraire, ne l'oublie pas, Miggy. Walter Reuther et les United Auto Workers ont collecté 160 000 $ pour payer la caution non seulement pour moi, mais aussi pour tous les manifestants. Maintenant, on arrive au 28 août 1963. Cette date restera à jamais gravée dans les mémoires comme un moment décisif de notre lutte pour l'égalité et la justice. Je faisais partie des Big Six. Il s'agissait des 6 dirigeants des 6 plus importantes organisations de défense des droits civiques. Il y avait donc les grands James Farmer, John Lewis, A. Philip Randolph, Roy Wilkins et Whitney Young. Nous avons réuni nos forces pour montrer aux États-Unis, non en fait au monde, qu'on était prêt à tout pour l'égalité et la liberté. Il y avait aussi un homme qui a eu une grande importance, Bayard Rustin. Malgré les controverses qui l'entouraient avec sa sexualité, il a joué un rôle essentiel en tant qu'architecte principal de cette manifestation historique. Beaucoup de personnes voulaient que je prenne mes distances à cause de son soutien au socialisme et ses liens passés avec le Parti communiste américain. Mais en aucun cas, je ne l'aurais fait. Peu importe sa sexualité ou ses opinions politiques, il m'a aidé à atteindre mon objectif, faire entendre notre voix à Washington. Le président Kennedy était très hésitant. Il craignait que notre marche ne compromette la législation en cours sur les droits civiques. Mais face à notre détermination et à la pression croissante, il a finalement soutenu notre cause, mobilisant même d'autres leaders influents pour garantir le succès de l'événement. Mes propres alliés m'ont critiqué sur mon approche. Ils disaient qu'elle était trop conciliante et inutile. Malcolm X m'a même qualifié comme une farce sur Washington, et la Nation of Islam a interdit à ses membres d'y participer. Ces déclarations n'étaient pas faciles à avaler, mais je ne devais pas abandonner. Dieu était avec moi, Dieu était avec nous. Mais cela n'a en rien empêché mon combat de se poursuivre, jusqu'à arriver à l'un des plus beaux jours que j'ai pu vivre. Ce jour-là était spécial. Je me souviens, ce matin-là, le soleil se levait à peine sur Washington, D.C. J'étais déjà debout, l'esprit en ébullition. Je n'avais presque pas dormi de la nuit. Trop d'excitation, trop de nervosité. Je regardais la ville s'éveiller depuis la fenêtre de ma chambre d'hôtel. Les rues se remplissaient de gens. Des gens venus de tout horizon, formant un arc-en-ciel de monde, pour nous soutenir notre cause. En descendant, je retrouvais mes amis, mes collègues. L'atmosphère était électrique. Un mélange de tension et d'espoir. On se parlait peu, mais nos regards disaient tout. Nous savions que ce jour serait historique. Arrivé au Lincoln Memorial, je sentais chaque pas devenir plus lourd, plus solennel. En montant sur l'estrade, je voyais cette mer de visages. Des milliers de personnes, leurs yeux rivés sur moi. Mon cœur battait à tout rompre.
Je pris une profonde inspiration, puis une autre. Mes mains tremblaient légèrement. Mais je devais parler. Pour eux, pour nous, pour l'avenir. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. J'en ai la chair de poule en y repensant. I Have a Dream est devenu bien plus qu'un simple discours. C'était un appel à l'action, un appel à la conscience nationale pour l'égalité raciale et la dignité humaine. Le 2 juillet 1964. Ce jour-là, Miggy, ce n'était pas n'importe quel jour. Ce jour était spécial. Le pays entier retenait son souffle. Des millions de personnes regardaient leur téléviseur, attendant ce moment historique. Le stress, l'espoir, la tension, tout était palpable. Je me tenais dans la salle comble de la Maison-Blanche, entouré de leaders des droits civiques, de législateurs et de journalistes. L'atmosphère était solennelle. On savait tous qu'on vivait un tournant de l'histoire. Le président Johnson était assis à son bureau face à la caméra. Avant de parler, il m'a cherché du regard et m'a souri. Quand il a commencé son discours, sa voix grave résonnait. Une fois le discours fini, il prit un stylo et signa lentement. La salle était en apnée, pleine d'émotion. Des larmes coulaient sur de nombreux visages. Quand il a tracé le dernier trait, la pression d'années de lutte venait de disparaître. Je me suis avancé pour serrer la main du président. Ce n'était pas juste une signature, c'était la validation de tant d'années de lutte. À cet instant, j'ai ressenti une joie immense et un poids s'est levé de mes épaules. Miggy, ce jour-là, on a fait un pas de géant vers notre rêve d'une Amérique juste et égale. C'était une victoire pour nous tous. Le Civil Rights Act a été voté. C'était la fin de toute forme de ségrégation ou de discrimination reposant sur la race, la couleur, la religion, le sexe ou l'origine nationale. Mais une fois la joie et l'euphorie retombées, j'ai regardé la situation des Noirs d'Afrique et j'ai compris que la lutte allait être encore longue et difficile. Et pas plus tard que l'année d'après, en 1965, nous avons réalisé une campagne cruciale dans notre lutte pour la justice. La situation à Selma était insupportable. Les gens étaient désespérés. On se battait pour notre droit fondamental de vote, mais à chaque tentative, les autorités blanches nous repoussaient, souvent avec violence. Je me souviens, c'était le 26 février. Jimmy Lee Jackson, un jeune militant, a été abattu par un policier. Sa mort, Miggy, elle a été un coup dur. J'ai ressenti une rage profonde et une tristesse immense. On devait faire quelque chose de grand. Alors, James Bevel a proposé cette marche spectaculaire de Selma à Montgomery, 87 km, tu te rends compte? On voulait que le monde entier voie notre détermination, notre souffrance, notre lutte. Le 7 mars, nous avons rassemblé environ 600 âmes courageuses. C'était un dimanche, un jour qui restera dans l'histoire comme le Bloody Sunday. Nous avons commencé à marcher, remplis d'espoir et de détermination. Mais à peine avions-nous franchi le pont Edmund Pettus que la police de l'État et les agents du comté nous ont chargés avec des matraques et des gaz lacrymogènes. C'était une scène d'horreur, Miggy. Les coups pleuvaient, les cris déchiraient l'air. Amelia Boynton, une femme formidable, a été battue jusqu'à perdre connaissance. Les médias ont capturé ce moment, étendu, blessé. Cette image a fait le tour du monde. Je ne peux pas oublier ce jour. La douleur, la peur, mais aussi la solidarité. C'était un moment de basculement. 2 jours plus tard, le 9 mars, nous avons tenté une deuxième marche. Cette fois, j'ai dû arrêter nos pas, car une injonction fédérale nous l'interdisait. Cette nuit-là, James Ribb, un pasteur venu de Boston pour nous soutenir, a été assassiné par des anti-droits civiques.
Une autre vie perdue. Une autre preuve de l'injustice flagrante. Mais tu sais, Miggy, nous n'avons pas abandonné. Le 21 mars, nous avons lancé notre 3e marche. Cette fois, nous étions escortés par la garde nationale de l'Alabama, sous contrôle fédéral. George Wallace, le gouverneur ségrégationniste, avait refusé de nous protéger. Mais nous avons avancé, jour après jour, kilomètre après kilomètre, jusqu'à Montgomery. Le 24 mars, nous sommes arrivés. Le lendemain, 25 000 personnes se sont jointes à nous pour une manifestation devant le Capitole de l'État de l'Alabama. Miggy, faisons une pause sur la déclaration du King. Pour la suite de notre enquête, j'aimerais que tu écoutes une autre version de cette fameuse journée. Une version qui va être importante pour la suite. Une histoire que Martin ne connaît pas, mais qui s'est produite proche de lui. Moi, c'est Gary Thomas Rowe. Je suis un membre du Ku Klux Klan. Enfin, pas vraiment. Pas vraiment au début. Écoute bien, Miggy, parce qu'à toi, je vais te dire la vraie vérité. Je suis entré dans le clan en tant qu'infiltré du FBI, dans le cadre du programme Quintel-Pro. Ma mission ? Surveiller chaque mouvement, chaque souffle, chaque putain de geste du clan. C'était sans doute la mission la plus difficile de ma vie. Chaque matin, je me réveillais avec une boule au ventre, terrifié à l'idée d'être démasqué. Je me souviens particulièrement du 25 mars 1965. La 3e marche de Selma à Montgomery allait avoir lieu ce jour-là. Martin Luther King, cet enfoiré de leader, allait mener la marche. Au petit matin, Robert Shelton, le grand sorcier du clan, m'a convoqué avec 3 autres gars. Il nous a donné une mission qu'il qualifiait d'importance divine. Tuer Martin Luther King, rien que ça. Alors on est monté dans une voiture, tous les 4, et on s'est dirigé vers le Capitole de Montgomery. King était inapprochable, bien trop protégé. On tournait en rond, l'adrénaline au maximum, quand on a repéré une voiture avec une femme blanche, une militante de la SCLC, qui transportait un jeune noir. Elle était là, arrêtée à un feu rouge. On l'a suivie pendant 20 minutes, le temps semblait s'étirer à l'infini. Puis le moment est venu. Le conducteur a accéléré pour se mettre à la hauteur de sa voiture. On a visé et on a tiré. Sauf que c'est la conductrice blanche, Viola Liuzzo, qui a pris les balles. Pourquoi j'ai fait ça alors que j'étais censé être un agent du FBI? Au début, je faisais vraiment mon boulot d'infiltré. Mais le FBI, il se foutait de mes rapports, de mes avertissements. Petit à petit, j'ai commencé à adhérer à leurs idées, à ressentir cette haine viscérale pour les nègres. Cette mission, c'était l'occasion de libérer ma propre rage. En 78, j'ai même tué un jeune noir à bout portant. Pour tous les actes que j'ai commis, je n'ai jamais été puni. C'est ça la vérité, Miggy. Je suis un traître au FBI, un traître à l'humanité. Et même si je devais recommencer, je changerais rien. Parce qu'au fond, j'étais devenu l'un d'eux. Cette marche, Miggy, elle a provoqué un tollé national. Le Bloody Sunday, le meurtre de Rib, ont ouvert les yeux de l'Amérique. Le président Lyndon Johnson a saisi l'occasion. Le 6 août 1965, il a promulgué le Voting Rights Act. Nous, les Noirs, avons enfin le droit de voter. Mais à quel prix, Miggy? À quel prix? Les vies perdues, les souffrances endurées. Parfois, je me demande si cela en valait la peine. Puis je me rappelle ces visages, ces regards remplis d'espoir et de détermination. Oui, ça en valait la peine. Chaque pas, chaque cri, chaque larme. You my opposer when I'm on freedom. You my opposer when I'm on justice. You my opposer when I'm on equality. You won't even stand up for me in America for my religious beliefs, and you want me to go somewhere and fight, but you won't even stand up for me here at home. Ah, Miggy, cette guerre du Vietnam, c'était un vrai casse-tête. Je t'avoue, ça me rongeait de l'intérieur. Je savais que c'était mal, mais je ne voulais pas nuire à notre lutte pour les droits civiques en critiquant Johnson. Mais tu sais, James Bevel et Muhammad Ali m'ont inspiré. Ils m'ont poussé à prendre position. Les États-Unis étaient là-bas pour occuper le Vietnam comme une colonie.
Le gouvernement américain est le plus grand pourvoyeur de violence au monde. J'ai parlé de la nécessité d'une révolution des valeurs, de l'injustice, de la pauvreté face à la richesse, des capitalistes qui exploitent les pays pauvres sans scrupules. Une nation qui continue année après année à dépenser plus d'argent pour la défense militaire que pour des programmes d'amélioration sociale s'approche de la mort spirituelle. Les réactions ont été virulentes, Miggy. J'ai perdu beaucoup de soutien. La presse, le président Johnson, tout le monde était contre moi. Mais je ne pouvais plus rester silencieux. Les États-Unis tuaient des enfants vietnamiens. Comment pourrais-je me taire? Mais l'élite a réussi à faire croire au peuple que nous, les États-Unis, étions les gentils de l'histoire. Comme quoi la propagande n'est jamais mieux établie qu'à notre époque. Un moine bouddhiste vietnamien, Thich Nhat Hanh, m'avait écrit en 1965. C'est lui qui m'a convaincu de parler. En 1967, j'ai proposé sa candidature pour le prix Nobel de la paix. Le 15 avril 1967, à New York, j'ai dit que nous ne pouvions plus tolérer ces massacres. Nous devons unir nos forces pour la paix et les droits civiques. Ces deux causes sont indissociables. Le 3 avril 1968, je venais d'arriver à Memphis, dans le Tennessee, pour soutenir nos frères éboueurs noirs en grève. Le vol avait été retardé à cause d'une alerte à la bombe, ce qui, tu t'en doutes, ajoutait une certaine tension. Certaines personnes voulaient me tuer, mais j'avais un peu pris l'habitude. Mais ce jour-là, j'attendais avec impatience de faire mon discours. Je devais le faire. Personne ne devait m'arrêter. Une fois le discours terminé, j'avais le sentiment d'avoir fini une étape de ma vie. Je me sentais différent, mais heureux. J'étais fatigué et je suis rentré au Lorraine Motel. Je réservais toujours la même chambre, la 306. Le propriétaire avait appelé cette chambre la suite King Abernathy. Incroyable, tu ne trouves pas? Pour décompresser, je suis allé voir Ben Branch, un de mes musiciens préférés. Je lui ai dit « Ben, assure-toi de jouer Take My Hand, Precious Lord lors de la réunion de ce soir. Joue-la de la plus belle manière. » Ben, avec son sourire chaleureux, m'a assuré qu'il le ferait. Je me souviens avoir regardé l'heure, 17h59. Le ciel commençait à prendre des teintes d'or et de pourpre. J'ai décidé d'aller sur le balcon de ma chambre, juste pour admirer le coucher de soleil, pour trouver un moment de paix au milieu de tant de tumulte. L'air était frais et vivifiant, empli de l'odeur des arbres et des fleurs du printemps. La ville semblait calme, comme en suspension. Je me suis appuyé sur la balustrade, laissant mes pensées vagabonder. C'était un moment de... Martin Luther King Jr. was killed tonight in Memphis, Tennessee. 18h01, Martin Luther King vient de se prendre une balle dans la joue droite. La balle lui a brisé la mâchoire avant de terminer son trajet dans son épaule en sectionnant sa moelle épinière. Le King est mort à 19h05 à l'hôpital Saint-Joseph. Mon petit Miggy, tu savais qu'après avoir réalisé l'autopsie, les médecins légistes se sont rendus compte qu'à seulement 39 ans, il avait le cœur d'une personne de 60 ans à cause de tout le stress, de toute la tension qu'il vivait au quotidien? C'était un putain de leader exceptionnel. Je pense que c'était l'un des hommes les plus impressionnants de ces derniers siècles. Mais la question que tous les Américains se posent, qui a tué Martin Luther King? Cela s'est produit à 19h, heure de l'Est, dans la capitale nationale. Le FBI a lancé une enquête, une chasse à l'homme qui les a conduits jusqu'à un suspect. Mais la vérité, Miggy, est bien plus complexe que ce qu'on pourrait croire. Écoutons ce qu'il a à dire. Moi, je m'appelle James Earl Ray. Je suis né à Alton dans l'Illinois en 1928. Et j'ai tué Martin Luther King. Ouais, c'est moi qui ai tué Martin Luther King Jr. Ce jour-là, j'avais loué une chambre en face du motel de Martin. Je me suis positionné dans la salle de bain avec mes jumelles et mon fusil Remington modèle 760 Game Master. Une fois que je l'ai vu sortir de sa chambre, j'ai attendu un peu, le temps de vérifier que c'était bien lui. Et là, bam! Il m'a fallu d'un tir pour lui enlever la vie. J'ai pris la fuite et j'ai abandonné mon arme et mes jumelles. Oh mais j'ai été con de ne pas avoir effacé mes empreintes. Je suis parti au Canada, à Toronto. J'ai obtenu mon passeport canadien sous le nom de Raymond George Snade. J'ai pris un vol à destination du Royaume-Uni, puis je suis allé à Lisbonne pour un court week-end, avant de finalement revenir en Angleterre.
J'étais à 2 doigts, bordel, à 2 doigts de réaliser mon rêve. Vivre en Rhodésie, un pays qu'on appelle aujourd'hui le Zimbabwe. Mais je me suis fait arrêter à la dernière minute en Angleterre. Oh putain, juste d'y repenser, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Je devais réussir à fuir. S'ils veulent me faire tomber, ok, pas de souci. Mais je vais pas tomber seul. Ils vont tomber avec moi, c'est tard. On m'a extradé aux États-Unis. J'ai plaidé coupable pour éviter la chaise électrique. Ces raclures m'ont mis 99 ans de prison. Mais 3 jours plus tard, j'ai dit la vérité. Je n'avais pas tué Martin Luther King. Enfin, si, mais je n'étais qu'un pion. Je faisais partie d'un complot plus vaste visant à tuer cette pourriture. Je suis sûr que les personnes à la tête de tout ce bordel n'étaient nul autre que le FBI. Très bizarre cette histoire, tu trouves pas, Miggy? Un type de 40 ans qui réussit un assassinat aussi sophistiqué d'un seul coup et s'échappe à travers 3 pays. Tu veux me faire avaler ça? C'est du foutage de gueule si tu veux mon avis. Et puis, ce complot. Tu savais, Miggy, que plus de la moitié des Américains ne croient pas à la version officielle qui dit qu'un tireur raciste solitaire serait à l'origine de la mort de Martin? 88% des Américains noirs pensent que c'est du pipeau. Franchement, qui peut y croire? Pas moi en tout cas. Martin défiait un putain de système enraciné. Et quand tu t'attaques à ça, tu te crées des ennemis. Donner des droits aux noirs, c'était foutre un bordel social monumental. Les ennemis, ils étaient nombreux. Le Ku Klux Klan, ses raclures proches de la police locale du Sud, affirmaient que tuer Martin Luther King équivalait à tuer les problèmes raciaux du Sud. Quelle bande de tarés! Et il y avait les groupes pro-ségrégationnistes comme le White Citizens Council. Ces enfoirés essayaient de convaincre le gouvernement fédéral que le mouvement de King avait des liens avec le communisme. Mais ce n'était pas que ces groupes de dégénérés. Les ennemis de King, c'était aussi des propriétaires d'entreprises, des promoteurs immobiliers, des employeurs, tous ceux qui profitaient du statu quo. Discrimination à l'embauche, le logement, les prêts hypothécaires. Et bien sûr, il y avait tout un tas de législateurs et de gouverneurs du Sud. Des ordures. Et imagine ça, on est en 1960 en pleine guerre froide. Le FBI n'avait qu'une obsession, trouver des sympathisants communistes. Pour eux, Martin et tous ceux qui le soutenaient pouvaient très bien en être. Maintenant, on arrive à la personne la plus intéressante, notre cher Edgar Hoover. Ce type était à la tête du FBI pendant des décennies, et à mesure que le mouvement de King grandissait, Hoover commençait à flipper. Il voyait ça non pas comme un soulèvement populaire pour l'égalité et la justice raciale, mais comme un foutu complot communiste visant à foutre le bordel dans la société américaine. Enfin, sois pas aussi bête, Miggy. Il était juste raciste, mais tu vas comprendre, tu vas comprendre. En 1963, Martin Luther King et ses partisans préparaient une marche massive à Washington, D.C. Hoover, paranoïaque comme pas possible, ordonna à son chef du renseignement intérieur, William Sullivan, de creuser sur l'influence communiste dans ce mouvement. 5 jours avant la marche sur Washington, Sullivan sortit son rapport. Verdict: malgré les efforts de l'Union soviétique pour infiltrer ce mouvement, il n'y avait, je cite, aucune preuve substantielle du communisme au sein du mouvement de King. King n'en avait rien à foutre du communisme. Mais Hoover, ça lui plaisait pas du tout. Regarde bien ce mémo déclassifié. En bas de page, tu peux voir la colère de Hoover dans son écriture manuscrite. Ce type était furax. Pour lui, il fallait absolument qu'il soit communiste. Sullivan raconte que Hoover était tellement en colère qu'il a cessé de lui parler pendant des mois. Il a dû changer de stratégie, sinon tout le monde aurait été mis dehors. Donne à Hoover ce qu'il veut ou encaisse les conséquences. Et ce que Hoover voulait, c'était lier King au communisme pour avoir une bonne excuse de l'espionner. 2 jours après la marche sur Washington, le 30 août 1963, Sullivan pondit un nouveau rapport. Et là, surprise, le Parti communiste exerce une influence substantielle sur les Noirs d'Amérique. Dès lors, King était vu comme le Noir le plus dangereux du pays du point de vue du communisme, de la lutte raciale et de la sécurité nationale. D'après Sullivan, le plan était de le discréditer complètement en le retirant de son piédestal. Les nègres se retrouveraient alors sans leader national doté d'une personnalité suffisamment convaincante pour les guider dans la bonne direction. Mais Miggy, quand tu es Martin Luther King et que tu es devenu un leader, une idole, une lueur d'espoir, il devient très dur de te détruire. Sauf si tu utilises des méthodes extrêmes. Alors Hoover et ses agents fabriquent de minces preuves liant Martin Luther King au communisme et obtiennent l'approbation du procureur général pour l'espionner.
Ce qu'ils ne disent pas au procureur, c'est qu'ils ne recherchent pas réellement le communisme. Hoover n'en a rien à foutre, il veut juste terminer King. Ces crapules du FBI déclassifient leurs documents, mais mettent du noir sur les éléments les plus juteux. Miggy, il doit se cacher des choses extrêmement croustillantes derrière ces blocs. Regarde ça, c'est une liste de toutes les écoutes téléphoniques de King. Ils ont placé des micros partout, sa maison en Géorgie, des hôtels en Californie, une maison à New York. Ils en auraient même mis jusque dans ses sous-vêtements s'ils avaient pu. Ils voulaient vraiment tout savoir. Ils ont créé la surveillance la plus complète inimaginable. Comme je te l'avais dit, ils n'ont rien trouvé sur le communisme, mais des choses bien plus intéressantes pour eux. Des sextapes. Ces documents du FBI, déclassifiés il y a quelques années, contiennent des résumés de ce que les agents du FBI disent avoir entendu sur ces cassettes. King serait un coureur de jupons avec des copines et des prostituées à Las Vegas, New York, Washington DC. Ces mémos disent que King s'enivrait excessivement et couchait avec des femmes tout en utilisant, je cite, « le langage le plus ignoble imaginable ». Mais les descriptions vont parfois beaucoup plus loin. Des prostituées blanches nues et ivres courent dans les couloirs d'un hôtel de Las Vegas. Il fallait salir King, il fallait détruire King, il fallait tuer King. Des enquêtes ont été menées sur le FBI. Et tu sais quoi, Miggy? Le FBI était criblé de racisme. Pas étonnant avec ce qu'on vient de voir. Il était sûrement au courant que James Earl Ray allait tenter de buter Martin Luther King. Nous sommes donc en 1964. Le FBI espionne chaque mouvement de King. Ils ont tous ses rapports sur son comportement adultère. Et c'est alors que le cauchemar de Hoover devient réalité. Martin Luther King Jr. est sélectionné pour recevoir le prix Nobel de la paix. Hoover avait tellement la rage qu'il a écrit une lettre à Sullivan, lui disant qu'il est maintenant temps d'agir pour le dénoncer. Et maintenant, on arrive aux choses sérieuses. Quelques jours plus tard, le FBI envoie ce fameux colis chez King à Atlanta, avec les cassettes de ses ébats sexuels et une lettre. Martin ne t'a rien dit sur ce colis car elle a dû lui laisser des séquelles bien plus profondes que tu l'imagines. La lettre est truffée de fautes de frappe et de corrections et dit à King qu'il devrait regarder dans son cœur, car il est une fraude totale, un grand handicap pour les Noirs. La lettre le qualifie de dissolu, d'imbécile moral, d'animal anormal, de bête. Pour finir, la lettre insinue qu'il est temps pour King de se suicider dans les 34 prochains jours. De vrais s***pards. Tu veux savoir comment je suis sûr que cette lettre vient du FBI ? Une copie a été trouvée dans les dossiers de Sullivan. Il y avait les fameuses cassettes dans le colis, et elles ont également été envoyées aux médias qui n'ont finalement pas publié l'information. Le plus horrible dans tout ça, c'est que Coretta, la femme de King, a découvert le colis, et c'est elle qui a entendu les cassettes en premier. King était bouleversé. Mais il n'a pas flanché, il n'est pas tombé de son piédestal. King continue vers Oslo. Il reçoit son prix Nobel de la paix. Soudain, il devient la personne de l'année à la une de tous les magazines. Puis, dans les années 90, un homme se manifeste et dit qu'il faisait partie du complot, qu'on lui avait donné de l'argent pour engager quelqu'un pour tuer King. La famille King l'a poursuivi en justice pour mort injustifiée. C'était une affaire civile, donc pas de peine de prison. Le jury a conclu que l'assassinat était un complot impliquant d'autres personnes, notamment des agences gouvernementales. La finalité ? Un paiement symbolique de $100 à la famille King. Et on ose appeler ça la justice. J. Edgar Hoover et son bureau des hommes puissants non élus portaient leurs insignes de justice et les utilisaient ensuite à leur avantage pour menacer la vie de Martin Luther King. Ils ont fait ça au moment où ils ont vu un homme noir devenir trop puissant et menacer le pouvoir sur lequel ils comptaient pour se maintenir au sommet. Ils n'ont pas pu le supporter. Ce rapport du Congrès révèle que le racisme était répandu au FBI. Mais il note également que la campagne du FBI contre Martin Luther King n'a pas pris fin après sa mort. Lorsque le Congrès discutait de l'opportunité de faire ou non de l'anniversaire de MLK une fête nationale, le FBI a envoyé des gens faire pression sur le Congrès pour qu'il vote contre. Heureusement, ils ont échoué. King a trouvé sa place dans la capitale des États-Unis, près de Thomas Jefferson, Abraham Lincoln et Theodore Roosevelt, avec une statue en granit de plusieurs mètres de haut. Mais à quelques centaines de mètres se trouve le QG du FBI, qui porte le nom de Hoover. Un homme qui a professionnalisé le bureau pendant la guerre froide, qui a lutté contre le crime organisé, mais qui a aussi été l'architecte de la corruption et du racisme. Le pro du chantage. Je me fais vieux, Miggy.
Tu me demandes pourquoi je veux trouver le tueur? Martin était mon premier ami. Nous n'avions que 10 ans, et je n'oublierai jamais. Je voulais m'excuser pour ce que mon père lui a dit. Mon père, avec ses idées rétrogrades, l'a insulté, l'a traité de tous les noms. Je n'ai jamais eu le courage de m'excuser ce jour-là. J'ai toujours regretté ça, mais comme il aimait si bien le dire, ce n'est pas nous qui faisons l'histoire, c'est l'histoire qui nous fait.